Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Monsieur les juges. J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole afin de faire bénéficier la Chambre de l'autre facette du récit que nous avons entendu hier de la bouche de l'accusation. Car c'est bien un récit auquel nous avons eu droit hier. Pas beaucoup plus. Certes, si je me mets dans la peau d'un observateur, je me dis, après avoir écouté la poursuite, « Wow! Il est vraiment terrible, ce Taganda. » Monsieur le Président, tout reste à prouver. C'est un « mais » qui est très important. De plus, il y a un autre côté au récit présenté par l'accusation. Et lorsque l'on met les deux en parallèle, la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain en 2002 et 2003 est entièrement différente. En tant qu'ex-militaire, pendant plusieurs années, j'ai souvent entendu mes supérieurs dire « Si ça ressemble à un canard, si ça fait couac-couac comme un canard, ça doit être un canard. » Mais mes supérieurs me disaient aussi « Si c'est trop évident, si ça apparaît trop facile, si c'est trop apparent, il y a sûrement un problème. Creuse, fais ta reconnaissance et tu trouveras. » Eh bien, c'est exactement l'exercice que je vous propose aujourd'hui, Monsieur le Président. Le canard qui nageait doucement hier ne sera plus le même à la fin de la journée. Et encore moins à la fin de ce procès. Permettez-moi quelques mots concernant l'importance du procès qui s'est ouvert hier. Le procès, évidemment, de M. Taganda. Tout d'abord, le procès a une très grande importance, mais pour plusieurs organisations et pour plusieurs personnes. Pour le gouvernement de la République du Congo, qui probablement nous écoute aujourd'hui, il est de la plus haute importance. Madame le procureur a souligné lors de la conférence de presse, il y a 2 jours, à quel point elle était satisfaite de la coopération qu'elle avait reçue et de l'assistance qu'elle a reçue du gouvernement de la République du Congo. C'est bien le moindre de la part d'un gouvernement qui a utilisé les dispositions du statut pour faire en sorte que M. Taganda se retrouve ce matin devant vous. Car c'est bien la raison. Les procédures initiées à l'encontre de M. Taganda l'ont été par le gouvernement central. Même chose pour M. Lubanga, même chose pour les 2 autres, M. Ngudjolo et pour M. Katanga. C'est un fait important qu'on ne peut négliger à l'ouverture de ce procès. Car le gouvernement a bien évidemment intérêt à se débarrasser et à faire en sorte que des gens qui minaient son autorité ne soient plus en mesure de nuire au gouvernement. Ce procès est important pour la Cour pénale internationale. 3 jugements à peu près en 12 ans. Je peux comprendre les inquiétudes de la communauté internationale et de l'Assemblée des États parties. Beaucoup d'argent est investi dans la Cour pénale internationale et les résultats tardent. Ils veulent des procès, ils ont raison. Mais cela ne doit pas être une raison pour nuire à un procès équitable. Le procès est important pour la recherche, ou plutôt la lutte contre l'impunité. Mais la lutte contre l'impunité ne doit pas être synonyme
de condamnation automatique. Le procès est important pour le procureur, parce que le procureur a un dossier, il faut l'admettre, peu reluisant en matière de dossiers présentés à la Cour et de condamnations obtenues. Il est de connaissance générale que l'accusation ne peut se permettre de citation, pas citation, mais quote unquote, perdre ce procès. Et ses représentants agiront en conséquence. Vous devez, Monsieur le Président, en conséquence, être très vigilant. La justice, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre un procès. La justice, l'objet, c'est de rendre justice. Ce procès est également important pour les victimes. Nous l'avons entendu ce matin. Nous sommes d'accord que le procès est important pour les victimes. Mais il ne faudrait pas que les victimes s'attendent automatiquement, parce qu'un procès s'est ouvert, à ce qu'une condamnation s'ensuive. Ce n'est pas la même chose. Par contre, si on veut rétablir les faits, effectivement, le procès sera important. Le procès sera important pour les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain et qui travaillaient sur le terrain. Il y a à peine 2 jours, je rencontrais une représentante d'une organisation non gouvernementale, dont je tairai le nom, qui me disait qu'elle était intéressée aux agissements de Bosco Ntaganda dans les années 2007-2008. Et c'est pour ça qu'elle était présente. Et qu'elle entendait bien se servir du procès, évidemment, pour faire avancer la cause de son organisation. Il faut être très vigilant à cet égard, Monsieur le Président. Il ne faudrait pas que le procès serve à faire avancer des causes, alors que le but du procès, c'est la justice pénale et la responsabilité pénale individuelle. Parmi les ONG, les organisations non gouvernementales, certains représentants de ces organisations viendront témoigner devant cette Chambre au cours du procès. C'est la façon avec laquelle vous allez évaluer le témoignage de ces personnes. C'est un sujet sur lequel mon collègue, Maître Boutin, vous entretiendra un peu plus tard. Mais vous devez faire preuve de la plus grande vigilance à cet égard. Enfin, évidemment, le procès est important pour la règle de droit et la justice pénale internationale. Il s'agit du procès de Bosco Ntaganda et rien d'autre. Ce procès doit se concentrer sur les agissements et la conduite de Bosco Ntaganda au moment des faits allégués par le procureur et confirmés par la Chambre préliminaire, et rien d'autre. Peu importe l'importance du procès, pour d'autres raisons, cela doit être l'unique fonction et l'unique objectif des procédures qui auront lieu devant cette Chambre au cours des prochains mois. Il ne faut pas que le procès soit détourné au profit de d'autres motifs. Quelques mots maintenant, Monsieur le Président, sur l'état de préparation de la défense en prévision du procès. J'aborderai ce sujet très rapidement. Nous en avons assez parlé. La Chambre a tranché. Toutefois, au nom de l'accusé, il est de mon devoir de vous rappeler notre position à l'effet que nous n'avons pas eu assez de temps pour nous préparer pour ce procès. 2 brèves remarques à ce sujet. Nous croyons que la présentation de l'accusation hier a permis d'établir au moins une chose, soit la quantité de travail effectué et investi par le bureau du procureur depuis 2004 pour monter ce dossier. Pour nous, à moins que la Cour pénale internationale ne soit d'avis que la défense peut se préparer à un procès sur la seule base du matériel divulgué par l'accusation,
ce qui est contraire à notre conception du travail de la défense. La présentation de l'accusation établit la nécessité et le type de travail et la quantité de travail qui serait nécessaire à la défense afin de pouvoir se préparer à un tel procès. Déjà, nous allons vous parler un peu plus tard des attaques non mentionnées par l'accusation qu'il nous faudra aborder pour bien comprendre les faits. Mais l'accusation, hier, a déjà parlé de seulement des 2 attaques principales, celles qui ont mené aux accusations, et déjà, on a fait état de 50 endroits où il y a eu des attaques. Monsieur le Président, la Chambre connaît la situation de la défense que nous avons vécue au cours des derniers mois. Sans élaborer davantage, la Chambre connaît également notre position concernant des éléments de preuve qui sont manquants. Je ne borderai pas davantage le sujet. Par contre, je dois vous dire que le fait que nous n'avons pas d'enquêteurs sur le terrain depuis le mois de juin nuit considérablement, est une difficulté de taille qui nous empêche d'être prêts pour le premier témoin le 15 septembre. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer, malheureusement, Monsieur le Président, que l'enquêteur que nous avons récemment recruté m'a annoncé dimanche qu'il devra quitter ses fonctions. Nous sommes donc à nouveau dans la position d'avoir à recruter un nouvel enquêteur. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Je passe à la nature de notre présentation ce matin. Devant cette Chambre, dans une conférence de mise en état, il y a quelque temps, j'ai expliqué ce que je croyais être l'objectif d'une déclaration liminaire dans le cadre du procès. Je vous ai dit que nous avions pour objectif de donner des détails, des informations détaillées à la Chambre concernant la preuve qui sera présentée ou que nous prévoyons sera présentée par l'accusation. Et que nous voulions aussi vous donner un aperçu le plus détaillé possible de la preuve qui sera présentée par la défense. Dans les circonstances, cela n'est pas possible. Nous avons même pensé, à un moment donné, ne pas faire de déclaration liminaire. Et puis nous avons dit non, c'est une occasion unique pour nous de nous adresser à la Chambre et de faire état de plusieurs remarques et de vous donner notre position générale concernant la responsabilité de M. Taganda et surtout d'alerter la Chambre et de vous suggérer respectueusement la façon d'aborder l'évaluation de la preuve dans ce dossier. En conséquence, mes collègues et moi ferons une présentation, comme vous le voyez sur cette diapositive, qui sera divisée en 6 parties. Je note que nous nous adresserons à la Chambre en français. Je note toutefois que nos diapositives sont en anglais, dans l'espoir de faciliter votre travail. J'en arrive à ma première partie, Monsieur le Président. Dans cette partie, mon objectif est de réagir à certains aspects de la déclaration liminaire de l'accusation hier, aspects qui appellent certains commentaires précis de notre part. Certains de ces sujets étaient déjà prévus dans notre déclaration liminaire. Dans ce cas, je serai bref et je vous dirai que l'un de mes collègues abordera le sujet plus en détail. Tel que mentionné plus tôt, l'accusation vous a présenté hier un récit à sens unique
dans le but de vous convaincre que Bosco Ntaganda doit être condamné, qu'ils ont la preuve nécessaire pour faire condamner Bosco Ntaganda. On a parlé de mutins, comme des personnes qui n'avaient d'autre objectif que d'être des criminels et de commettre des crimes à des fins personnelles. On vous a dit que l'UPC n'était autre qu'une milice. On vous a dit que Bosco Ntaganda n'est qu'un criminel qui a profité d'une situation dans le but de s'enrichir personnellement et à des fins de pouvoir. En d'autres mots, Monsieur le Président, l'accusation vous a présenté la vieille dame. C'est une image très connue en matière de psychologie. La défense, elle, vous fera voir la jolie dame. Celle-là même qui est dans la même photo. La voyez-vous? Regardez le nez de la vieille dame, qui est le menton de la jolie dame. Regardez la bouche de la vieille dame, qui est le collier de la jolie dame. Et regardez l'œil de la vieille dame, qui est l'oreille de la jolie dame. Il y a toujours deux facettes. Le procureur vous montre ce qui est évident. Nous allons vous montrer ce qui est aussi évident si on se donne la peine de bien analyser la preuve. Premier sujet abordé par le procureur que j'aimerais aborder, le fait que ma collègue, la conseillère principale de l'accusation, vous a donné un récit en disant « des témoins viendront dire ». Des témoins viendront établir. Mais elle n'a pas, sauf en de très rares occasions, dit quel témoin. Cela n'est pas surprenant, parce que c'est une déclaration liminaire publique, et les noms et l'identité de ces témoins est souvent, sinon toujours, confidentielle. Pour nous, cela est très inquiétant. Parce que déjà, nous nous attaquons au caractère public des débats, à la publicité des débats. Ces gens qui viendront témoigner, dont l'identité est confidentielle, devront nécessairement également témoigner souvent à huis clos partiel. Pourquoi? Bien, parce que les réponses qu'ils vont donner risquent facilement de les identifier quand ils ont des positions connues au sein d'un mouvement militaire. En témoignant à huis clos partiel, si ce n'est à huis clos total, nous ne savons pas encore, eh bien, le procès ne peut être considéré comme étant un procès public. Il y a une raison, Monsieur le Président, pour que l'accusé ait droit à un procès public. Entre autres, c'est un gage de la fiabilité et de la véracité des témoignages. Le procureur et la conseil principal de l'accusation ont fait référence à des faits hier qui impliquent Bosco Ntaganda et qui se sont produits après la période visée par le document contenant les charges, le DCC. C'est une pratique, Monsieur le Président, qui, je vous le soumets respectueusement, doit cesser dès le départ. Il est reconnu, Monsieur le Président, que la valeur probante d'éléments de preuve liés à l'accusé qui ne fait pas partie de l'étendue ou de la période visée par les charges est largement dépassée par son effet préjudiciable.
nous allons, tout au long du procès, faire en sorte que de telles références à M. Taganda après la période de décembre 2003 ne soient pas permises. L'accusation fait également référence à certains crimes qui ne font pas partie du document contenant les charges. Je donne un exemple rapidement, un viol en particulier, où ma collègue a dit « Oui, ce n'est pas une charge qui a été confirmée, mais nous allons nous en servir pour établir l'intention. » Monsieur le Président, nous avons déjà abordé ce sujet. L'accusation tente de faire par la porte d'en arrière ce qui lui a été déjà interdit. Pour nous, c'est un processus qui est inadmissible et ma collègue, Maître Chloé Grandon, vous entretiendra à ce sujet. Le procureur a parlé d'inhumations qui ont été faites, des inhumations, beaucoup de travail effectué par le bureau du procureur et de nombreux experts en 2014. Une remarque rapide. Bien au-delà des conclusions de ces experts, selon ce que nous avons entendu hier, il est évident que l'accusation tente de tirer ses propres inférences de ces rapports qui vont bien au-delà des conclusions. De nouveau, vous devrez être très vigilant à cet égard. Il ne faut pas faire dire à des rapports d'experts ce qu'ils ne disent pas. Et il ne faut surtout pas utiliser de telles inférences pour établir la responsabilité de l'accusé. L'accusation a aussi utilisé des images satellites. Le procureur, de son propre aveu, vous dit « Ces images ne sont pas fiables. Il est difficile de voir vraiment ce qu'elles représentent. » Mais le procureur vous dit « Nous allons quand même les utiliser parce que ça nous permet de dire qu'une maison, un jour, avait un toit et 2 mois plus tard, la même maison n'a plus de toit. » Et ils vous diront que c'est une preuve qui corrobore d'autres preuves. Monsieur le Président, le cumul d'éléments de preuves faibles et non fiables ne fait pas une preuve forte. Quand on regarde une destruction d'une maison, au cours d'une période entre 2 photos, qui a détruit la maison? Comment la maison a été détruite? Pourquoi la maison a été détruite? Par qui? Pour quelles raisons? Il ne faudrait surtout pas sauter aux conclusions en raison d'une image satellite de ce type. Madame la procureure a mentionné hier 5000 victimes au cours du conflit entre, je crois qu'elle a dit exactement, mais sous toute réserve, entre juillet 2002 et mars 2003. Cela ne correspond pas, Monsieur le Président, selon ce que nous savons de la preuve, à ce que l'accusation entend prouver. Certes, il y a des rapports d'organisations non gouvernementales et des organes de la MONUC qui font état de grand nombre de victimes. C'est mon prochain point. Le recours aux enquêtes non judiciaires menées par du personnel non judiciaire à des fins non judiciaires ne sont pas des preuves qui doivent se voir accorder une valeur probante quelconque dans un procès de ce type. Mon collègue, Maître Boutin, vous en dira davantage sur l'évaluation des gens qui seront appelés à venir présenter de tels rapports. L'accusation, dans son récit hier, selon notre évaluation, Monsieur le Président, fait fi du contexte. Pour elle, l'histoire est très claire. Il n'y a que Bosco Taganda, le FPLC, l'UPC, les mutins et une responsabilité pénale.
Eh bien, la situation elle est beaucoup plus compliquée que cela. Encore une fois, mon collègue vous donnera plusieurs faits qui touchent au contexte que nous soumettons respectueusement, il vous faudra considérer. L'identité des co-auteurs. Je crois que la Chambre est au courant qu'il n'en reste que 3. Parmi les gens allégués, les co-auteurs allégués par l'accusation, il n'en reste que 3. Rafiki, Chaligonja et Thomas Lubanga. Tous les autres sont décédés. Cela va nécessairement avoir un impact sur le procès. Nous vous soumettons, Monsieur le Président, qu'il vous faudra encore une fois faire preuve de vigilance afin que le fait que tous ces gens soient décédés ne nuise pas à la conduite et à l'évaluation de la responsabilité de Bosco Ntaganda. L'accusation a aussi fait état hier, dans sa déclaration liminaire, d'une motivation de Bosco Ntaganda. Une motivation liée à des gains économiques et à des gains de pouvoir. Je l'ai dit un peu plus tôt. Monsieur le Président, je me dois de dire déjà à ce stade-ci que la preuve qui sera présentée, tant par l'accusation que par la défense, va révéler une image tout à fait contraire concernant le caractère et la motivation de Bosco Ntaganda. Le procureur nous a présenté hier des organigrammes. Dans l'armée, on appelle ça des org charts. Les militaires adorent les organigrammes. Par contre, un organigramme militaire, Monsieur le Président, contient des personnes qui sont identifiées comme des commandants, des personnes qui sont identifiées comme étant des officiers d'état-major, des lignes de commandement et des lignes à titre d'aviseur technique, ou en anglais, staff lines. Le procureur présente un organigramme qui fait fi de la base en matière d'organigramme militaire. De plus, je profite de l'occasion pour vous informer que ces organigrammes-là, il y avait des organigrammes en 2002-2003. Mais ceux que le procureur va vous proposer, nous allons vous proposer une toute autre image. Puisque ces organigrammes, les organigrammes, même s'ils étaient planifiés, l'organigramme présenté par le procureur, qui semble vous dire, vous voyez, déjà en 2002, il y avait les belles boîtes, les belles lignes, les belles unités, les beaux petits bonhommes avec un grand commandant méchant en haut qui s'appelle Bosco Ntaganda. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce que lorsque le FPLC a été créé officiellement, lorsque M. Ntaganda a été nommé chef d'état-major adjoint, la situation était tout autre. Il y en a eu 3 nominations au début. Et après, les nominations ont eu lieu les unes après les autres, dans l'espoir d'en arriver à une organisation aussi efficace et aussi organisée qu'une armée d'un État. Cela n'a jamais été le cas. Mais je ne dis pas par là que le FPLC n'était pas organisé, parce que le FPLC avait une certaine organisation. L'accusation a parlé du logbook et a parlé des communications. Eh bien, nous vous dirons, Monsieur le Président, que cet élément de preuve est un élément de preuve important que nous allons aussi utiliser. Mais il faut le remettre dans son contexte et il faut le comprendre. C'est très facile de lire une phrase du logbook et d'en tirer des mauvaises conclusions si on n'a pas la connaissance du contexte et la connaissance militaire nécessaire.
De plus, en matière de communication, il faut bien penser que la phonie, c'était le mécanisme, l'appareil HF par lequel les messages étaient distribués et communiqués, c'était un moyen de communication. Il y en avait d'autres. Ce sera un fait important au cours du procès. L'accusation a fait état de certains termes militaires. Je ne prendrai pas la chance de répéter les deux phrases que j'arrive à peine à prononcer. Et l'accusation a donné son interprétation de ces deux phrases. Saisir à main nue ou saisir par la main ou détruire tout. Nous allons présenter une interprétation différente de ces mêmes phrases. Interprétation qui vous sera expliquée. L'accusation a parlé des attaques. Je n'en dirai pas plus à ce sujet-là, puisque le seul point que je veux faire, c'est que, évidemment, la seule description des attaques hier va appeler de la part de l'accusation une preuve immense à laquelle nous devrons et nous allons répondre. Par contre, l'accusation a dit, fait référence à Mongwalu comme étant the Golden Prize. Et nous vous disons respectueusement, Monsieur le Président, que la preuve va révéler tout le contraire. Premièrement, parce que Mongwalu n'était pas un Golden Prize. Il y avait une mine à cet endroit, et cette mine était désaffectée depuis longtemps. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle il y a eu des opérations lancées vers Mongwalu. Mais il y a des raisons, et ces raisons vous seront expliquées dans la preuve. La raison principale, Mongwalu était le quartier général principal des APC. Ça, c'est la raison. Et la deuxième raison, aussi importante que la première, il y avait un aéroport à Mongwalu. Il fallait capturer cet aéroport. On ne vous fera pas de cachette pendant ce procès-là. On va vous présenter la preuve et les faits militaires comme ils le sont. Il fallait capturer l'aéroport parce que sinon, ça pouvait permettre à l'APC de ravitailler ses troupes et de lancer une nouvelle frappe contre Bunia. Il y avait un objectif stratégique à prendre Mongwalu, mais pas de Golden Prize. C'était pas ça. Ça plaît à l'accusation parce que ça donne une mauvaise motivation, un mauvais motif. L'accusation a parlé beaucoup du mot « enfant ». Mais le mot « enfant », Monsieur le Président, quand on regarde la situation en République démocratique du Congo, mais j'irais même jusqu'à dire en Afrique, le mot « enfant » n'a pas tout à fait la même signification de ce que nous pouvons avoir du même mot ici. Les enfants de la nation là-bas peuvent très bien avoir 30 ou 40 ans. Alors, quand vous allez voir des documents avec le mot « enfant » et que le procureur va vous dire « enfant », prenez la peine, Monsieur le Président, respectueusement de regarder quelle signification on veut donner au mot « enfant ». Finalement, j'ai un dernier point sur la présentation de l'accusation hier. Ma collègue a dit « Vous allez voir de la preuve contraire, mais il ne faut pas la croire parce que c'est de la mascarade. » Elle a fait référence, entre autres, à certains éléments de preuve vidéo. Eh bien, je vous demande encore une fois, Monsieur le Président, la Chambre devra être très vigilante. Vous devrez vous poser la question. La fiabilité qu'on doit accorder à une vidéo tournée à l'époque et comparée avec le témoignage d'une personne qui a un motif pour dire que la vidéo n'est pas vraie. Lors de la confirmation des charges,
la Chambre préliminaire n'a pas retenu l'argument, ou plutôt elle a retenu l'argument de l'accusation à l'effet que c'était de la mascarade. Nous vous démontrerons que ce n'était pas de la mascarade. Quelques mots sur l'équité procédurale, ainsi que sur l'évaluation de la preuve. D'abord, sur l'équité procédurale. Il y a un sujet important qu'il faut souligner, puisque Madame le procureur a fait référence hier au fait que la Chambre a rendu une décision à l'effet qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Taganda avait été mêlé à des tentatives d'interférence auprès de certains témoins. C'est un sujet très important pour nous. D'abord parce que la base sur laquelle la Chambre est arrivée à cette conclusion, pour nous, est déficiente. Nous allons, au cours des prochains jours, prochaines semaines, tenter de remédier à la situation en faisant une analyse plus approfondie de certains éléments de preuve. Par contre, il y a un fait plus important. C'est que dans le cadre des procédures intentées par l'accusation pour faire reconnaître les actions d'intimidation, évidemment selon le critère motif raisonnable de croire, l'accusation a fait plusieurs allégations. Je ne peux en parler aujourd'hui. Ces allégations demeurent confidentielles, demeurent ex parte. Mais ces allégations, M. le Président, il faut quand même noter que la Chambre a eu cette information et que la défense ne l'a pas eue. Il faut bien noter que ces éléments, ces allégations de l'accusation concernent des témoins qui viendront témoigner dans cette affaire et nous n'avons toujours pas l'information qui nous permettrait de les contre-interroger à ce sujet. Pour nous, c'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant également puisque nous voulons à tout prix que le procès soit équitable et que ces conclusions ne jouent pas contre l'évaluation de la preuve qui sera entendue de ces témoins. J'ai un point que je vais passer, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, la question, une autre conclusion de la Chambre, à l'effet que M. Taganda aurait même tenté d'influencer certains témoins potentiels de la défense. Pour les mêmes raisons, cette conclusion nous inquiète beaucoup sur la façon à laquelle la conclusion est née, mais surtout, puisque nous n'avons pas fait aucune procédure suite à cette décision, surtout sur l'impact de cette conclusion sur votre évaluation de la preuve. La question de la divulgation de la preuve, quelques mots rapidement. Il y a des écritures et un litige en cours à ce sujet, donc je n'en dirai pas plus. Mais nous croyons qu'il est essentiel, Monsieur le Président, que la défense obtienne ces éléments de preuve, que ces éléments de preuve soient divulgués afin que le procès puisse être équitable. Je me dois aussi de souligner, et je le fais avec le plus grand respect, mais cela doit être dit, le nombre d'écritures ex parte dans cette affaire. Je n'ai pas compté, je ne ferai pas d'autres remarques, mais nous ne voyons pas comment un procès peut être équitable avec autant d'écritures qui sont vues par
la Chambre et qui ne sont pas vus par la défense. Nous sommes conscients, Monsieur le Président, que vous avez le devoir, que vous allez tout faire pour que la procédure soit équitable. Mais nous ne le verrons tout de même pas. Et il y a quand même un principe qui dit que la justice non seulement doit être rendue, mais elle doit apparaître comme étant rendue. Que doit-on penser avec le nombre d'écritures ex parte soumises à la Chambre sans que la défense ne soit mise au courant? Enfin, la question des enquêtes, pour nous, c'est très important. Nous devons avoir la possibilité d'enquêter. Nous allons tout faire pour avoir cette possibilité-là. Et nous avons déjà fait appel à votre indulgence au moment où les témoins vont commencer à défiler devant la Chambre. Quelques mots sur l'évaluation de la preuve. D'abord, l'importance de considérer pleinement les circonstances pertinentes du moment, c'est-à-dire le contexte. Mon collègue, Maître Boutin, vous en dira davantage à ce sujet. L'importance de considérer la preuve avec un minimum de connaissances militaires. Comprendre le contexte militaire, c'est aussi comprendre la profession militaire. Malheureusement, l'accusation a choisi de ne pas faire entendre d'experts militaires. La défense envisage, bien que nous n'avons pas pris de mesures en ce sens encore, de faire entendre un expert militaire, dont le but sera de permettre à la Chambre d'évaluer la preuve, les éléments de preuve liés aux opérations militaires, aux actions militaires, à l'éthique militaire, de façon à ce que vous soyez à même de mieux évaluer les éléments de preuve. Pour moi, c'est très important. L'importance de prendre en considération les différences culturelles. Je vous soumets respectueusement, Monsieur le Président, que si la Chambre évalue la preuve avec des yeux qui viennent de leur pays, comme nous, ce serait la même chose si on essayait de faire la même chose avec des yeux de l'Ouest. Il y a des différences culturelles marquées entre ce qui se passe à Bunia en 2002-2003 et notre façon de voir les choses. Ce ne sont pas des différences culturelles qui sont meilleures ou moins bonnes, ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'elles sont différentes. Un fait qui peut nous apparaître banal peut avoir une importance significative en Afrique, alors qu'un fait qui sera banal en Afrique, pour nous, peut sembler avoir une valeur de très haute importance. Je termine, avant de passer la parole à mon collègue Maître Boutin, sur la question des preuves documentaires. Je tiens à vous inviter, Monsieur le juge, Monsieur le Président. L'accusation a annoncé le dépôt ce qu'on appelle le bar table motion. Nous vous soumettons respectueusement que lorsqu'un document est présenté, non pas par un témoin, mais over the bar table, comme on dit, que ce document, si on pouvait obtenir un témoignage pour le présenter et qu'on ne l'a pas fait, sa valeur probante doit en être affectée et on doit en tenir compte. Et avant de déposer un tel document, l'accusation doit, je vous invite à demander à l'accusation de le faire, de dire pourquoi elle dépose un document sans témoin, à quoi va servir le document, de façon à ce que nous puissions y répondre et avoir le temps d'y répondre. Cela termine mes remarques. Je passe la parole à mon collègue, Maître Luc Boutin, qui vous parlera d'autres points importants en prévision du procès qui s'est ouvert hier. Merci, Monsieur le Président.